beaucoup a été dit dans vos émissions sur Alstom, sur Technip et d'autres entreprises qui ont été littéralement pillées par les États-Unis. On n'a pas parlé de choses qui ont été plus directement au cœur de l'élection d'Emmanuel Macron, comme l'affaire Uber. La façon dont Emmanuel Macron a fait rentrer Uber sur le territoire français et lui a donné une position quasi monopolistique, parce que vous savez comment ça se passe en réalité. On est sur un marché qui est naissant, qui est celui des VTC, qui vient concurrencer le marché traditionnel des taxis. Et donc la seule façon de prendre des parts de marché, c'est de baisser les prix. Et en réalité, tout ça est financé par du capital à risque, c'est-à-dire par des dizaines de milliards de dollars qui avaient été injectés dans Uber, de façon à ce qu'il puisse pendant des mois et des mois perdre des dizaines, des centaines de millions d'euros, mais que ça lui permette d'écraser tous les concurrents, y compris les concurrents français. Et donc Emmanuel Macron, comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis comme ministre de l'économie, a laissé faire ça. Il y a eu des réunions, ça a été révélé par les Uber Files, où il a allégé le cadre réglementaire, y compris permis, et laissé passer des violations graves du droit français par cette entreprise, en échange d'un appui factuel à sa campagne, avec toute une série de services qui ont été rendus. Alors, quelque chose qui n'a pas du tout été noté, mais c'est normal parce qu'il n'y a plus de journalistes en France, c'est que le Quai d'Orsay semble se rebiffer à l'égard de l'Élysée. Vous avez bossé au Quai d'Orsay? J'ai été au Quai d'Orsay pendant 1 an, et ce que j'ai vu, c'est que le représentant permanent de la France au Conseil de sécurité à l'ONU à New York, lors de la séance extraordinaire qui était convoquée sur la situation du Venezuela, qui était à la demande de la Colombie, sauf erreur de ma part, a tenu un discours beaucoup plus dur que celui du président de la République, en condamnant évidemment la violation de droit international de façon très ferme. Emmanuel Macron a forcément validé le discours. Non. Moi, je pense qu'il y a eu une reprise en main du pouvoir par le Quai d'Orsay, qui commence à comprendre que c'est un président illégitime, ce qui est le cas, qui a réussi, lui, un coup d'État institutionnel de façon intéressante à partir de juillet 2024, c'est-à-dire qu'il a réussi à imposer que restent au sommet du pouvoir ces hommes, qui a gardé son pouvoir de nomination sans le partager avec les forces politiques qui étaient les plus représentatives selon le peuple français au cours de ces élections, et qui est en train d'essayer de se bunkériser sur cette fin de mandat, probablement par peur de finir comme Nicolas Sarkozy. Il essaye de maintenir et d'alimenter ses réseaux d'allégeance dans la magistrature, au sein des préfets, et ainsi de suite. Et donc on se retrouve à une situation où peu à peu les administrations retrouvent un peu, vraiment à la marge, mais quand même, un réflexe de fierté quand les intérêts fondamentaux de la nation, comme c'était le cas sur une situation comme celle-ci, sont en jeu. Moi, je pense que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'était de se placer dans le sillage de Donald Trump pour immédiatement essayer de placer les grandes forces économiques françaises, notamment Total, dans la phase d'après, de ce qu'il pensait être la phase d'après, l'exploitation des ressources au Venezuela. Et en anticipant sur le réel et en se subordonnant de telle façon à l'égard de Trump, il a fini par se ridiculiser, de telle sorte que quelques jours plus tard, je pense que là, pour le coup, tout le monde l'a vu, Donald Trump s'est littéralement fichu de sa tête dans une vidéo, en l'imitant et en le tournant en dérision, pour signaler le manque de respect qu'il avait à son égard, mais aussi par ricochet à notre égard. Rappelez-vous que cet été, on avait fait convoquer l'ambassadeur des États-Unis du fait de propos inacceptables qui constituaient une ingérence dans la situation politique française, et celui-ci n'a pas daigné se rendre à cette convocation. Il est occupé. Ça n'arrive jamais. Il n'y a à aucun moment, dans aucun pays, même les plus fragiles, quand une autorité politique convoque souveraine un ambassadeur étranger, celui-ci répond ou se voit sortir du pays manu militari. Là, on est dans une situation avec révocation des lettres de créance et ainsi de suite. On est dans une situation où on a un asservissement qui est structurel. On a beaucoup parlé, je pense, dans vos chaînes, avec beaucoup a été dit dans vos émissions sur Alstom, sur Technip et d'autres entreprises qui ont été littéralement pillées par les États-Unis. On n'a pas parlé de choses qui ont été plus directement au cœur de l'élection d'Emmanuel Macron, comme l'affaire Uber. La façon dont Emmanuel Macron a fait rentrer Uber sur le territoire français et lui a donné une position quasi monopolistique, parce que vous savez comment ça se passe en réalité. On est sur un marché qui est naissant, qui est celui des VTC, qui vient concurrencer le marché traditionnel des taxis. Et donc la seule façon de prendre des parts de marché, c'est de baisser les prix. Donc c'est d'être très attirant pour le chaland et de fonctionner à perte pendant un temps, tout en payant correctement
les chauffeurs. Donc la première phase d'Uber en France, les chauffeurs étaient bien payés. Ça coûtait quasiment rien pour les consommateurs. Et en réalité, tout ça était financé par du capital risque, c'est-à-dire par des dizaines de milliards de dollars qui avaient été injectés dans Uber, de façon à ce qu'il puisse, pendant des mois et des mois, perdre des dizaines, des centaines de millions d'euros, mais que ça lui permette d'écraser tous les concurrents, y compris les concurrents français. Et donc Emmanuel Macron, comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis comme ministre de l'économie, a laissé faire ça. Il y a eu des réunions, ça a été révélé par les Uber Files, où il a allégé le cadre réglementaire, y compris permis, et laissé passer des violations graves du droit français par cette entreprise, en échange d'un appui factuel à sa campagne, avec toute une série de services qui ont été rendus. Revenons sur la politique internationale. Mais ça, c'est de la politique internationale, parce que c'est de l'argent. Aujourd'hui, on a un acteur monopolistique sur ce secteur en France, et un tiers de chaque course Uber part en Californie. Et donc, c'est des millions d'euros qui, chaque année, nous seront tirés, alors que la valeur ajoutée est nulle. Vous mettez 12 polytechniciens, vous les enfermez, et 3 normaliens, vous les enfermez dans une chambre pendant 3 mois. Ils vous fabriquent un Uber français. Pardon ? Avec ou sans nourriture ? Avec nourriture, parce qu'il faut qu'ils soient efficaces. Et vous les enfermez dans un pays de la République, même vous les mettez. Mais en 3 mois, ils vous pondent l'algorithme, l'application, mais sans aucune difficulté, et vous imposez une solution souveraine. Parce qu'en réalité, comme c'est des marchés, c'est pas des marchés, c'est ce qu'on appelle des monopoles naturels. C'est comme les trains, c'est comme l'énergie. Quand on a essayé de faire la concurrence sur EDF, avec la distribution d'électricité, on s'est retrouvé à inventer des faux acteurs qui ont arraché des centaines de millions d'euros à la France, sans aucune valeur ajoutée supplémentaire, juste en jouant sur les paramètres commerciaux. Je te fais une offre mais à la fin, en réalité, il n'y avait aucune plus-value. Au contraire, on perdait de l'argent parce qu'on est obligé de rémunérer tous ces intermédiaires. Et donc, c'est des marchés sur lesquels la privatisation n'a aucun sens. Donc, on fait une offre publique, l'équivalent d'un Uber public, et on règle ce problème. Et l'argent reste en France. Et si vous faites ça sur les différents pans de l'économie qui ont été privatisés à chaque fois, sur impulsion de Bruxelles ou des États-Unis, et on se retrouve à retrouver des ressources qu'on va pouvoir investir dans les services publics, qui vont pouvoir alléger la dette, mais aussi la facture des Français, et qui étouffent l'économie. Pour qu'ils aient au moins une prospective digne de ce nom. Mais là, je ne pense pas que ce soit la faute du Quai d'Orsay qui n'a pas été impliqué dans ces questions-là. C'est Bercy. C'est Bercy, et en réalité, je ne pense pas que Bercy ait commis une forfaiture. Je ne pense pas que ce soit les hauts fonctionnaires. C'est vraiment le responsable politique, exactement comme avec le CICE, Jérôme Cahuzac et Macron, quand même les deux l'ont monté ensemble. On rend un service à X et Y nous soutient.